Il est 7h40, vous écoutez la matinale de Radio Arc-en-Ciel et ça y est, Pierre est entré dans le studio, il va nous faire son décryptage de l'actualité et aujourd'hui ce sont les bitcoins qui sont à l'honneur. Et oui, on va parler des bitcoins, on va essayer de comprendre ce que c'est exactement ce système Monétaire, système monétaire sur Internet, voilà. Parce que vous l'avez sûrement entendu, en février dernier, la plateforme d'échange de Bitcoin Mt. Gox s'est effondrée jusqu'à faire faillite quelques jours plus tard. Un cataclysme financier présenté comme sans précédent, mais dont les répercussions sont quand même assez difficiles à analyser car le Bitcoin est une monnaie virtuelle, encore peu connue, et dont on a du mal à mesurer l'impact sur l'économie réelle. Alors, pour tout comprendre, petite histoire du Bitcoin. Alors, Bitcoin, d'abord, c'est deux choses. Son nom vient de bit, l'unité d'information binaire. Pour faire simple, un bit, c'est donc la plus petite unité informatique, sachant qu'un octet fait 8 bits, voilà, ça donne un peu une idée. Et puis à côté de ça, il y a coin, qui veut donc dire pièce de monnaie en anglais. Alors Bitcoin, c'est donc d'abord une monnaie entièrement virtuelle, mais c'est aussi une plateforme de paiement en ligne, un peu comme PayPal, mais ne fonctionnant bien sûr qu'avec des bitcoins. Donc en gros, pour faire la nuance, on paye en bitcoin et on paye par bitcoin. Exactement. PayPal. PayPal, PayPal, c'est pas alsacien, je te paye pas. Et de PayPal aussi, salut Paul, salut Paul. C'est pas Bitcoin non plus, c'est Bitcoin. Oui, après Oui, les PayPal, accents, PayPal, voilà. ça va, ça vient. Les accents, ça varie. Voilà, ça change. En plus, pour des... Enfin non, je vais pas la faire, ça là. Non, tu veux pas? Non, j'ai tourné ma langue dans ma bouche, je m'abstiens. Tu l'écris et puis on la valide. Voilà, on valide ou pas, si ça passe. Allez, vas-y Pierre, à toi. Donc toujours est-il que le Bitcoin a ça de particulier, c'est que c'est une monnaie complètement infalsifiable et en même temps c'est un système de paiement parfaitement anonyme. Pour utiliser Bitcoin, il faut ouvrir un compte, et ce qui est la différence des banques classiques est parfaitement anonyme. Et chaque Bitcoin utilisé possède une signature cryptographique, donc une signature électronique, c'est-à-dire qu'il est possible de connaître le chemin qu'a parcouru un Bitcoin depuis sa création, y compris le nombre de comptes qu'il a traversé. Et de plus, il existe un nombre limité de bitcoins, ils sont émis de manière automatique, suivant un algorithme, c'est-à-dire indépendamment des fluctuations économiques. En gros, il n'y a pas de système de planche à billets qui est utilisable pour le bitcoin. Et surtout à une allure lente et dégressive, de moins en moins de bitcoins sont émis, de mois en mois, pour atteindre un maximum de 20 millions de bitcoins dans quelques décennies. Et comment sont-ils émis ? Eh bien à nouveau, c'est particulier, par n'importe qui. Il suffit de télécharger gratuitement un logiciel appelé un Bitcoin Miner, un extracteur de bitcoin, et ça permet d'avoir des bitcoins. Et donc, ce qui fait que personne ne possède ni de contrôle bitcoin. L'extracteur permet aussi de vérifier les transactions et de les valider grâce à leur signature électronique. Bien sûr, le logiciel Bitcoin est open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut en modifier son code, comme beaucoup de logiciels de l'internet libre. L'avantage principal du Bitcoin, c'est qu'il se base sur un système de peer-to-peer, c'est-à-dire que les transactions se font directement d'une personne à une autre, sans passer par une banque. Il n'y a donc pas de frais bancaires, ni de risque d'être interdit bancaire. Alors le Bitcoin se base sur les concepts B-Money, créés par un certain Waydan en 1999, et BitGold, créé en 2005 par un informaticien américain de renom, Nick Szabo. Bitcoin est l'amélioration, mais aussi l'application concrète de ces concepts. Donc Bitcoin est lancé en 2009, et chose particulière, l'identité de son créateur n'est pas connue. Il s'exprime uniquement sous pseudonyme, se faisant appeler Satoshi Nakamoto, et disant être un japonais de 35 ans. Ce qui est bizarre quand même, c'est qu'aucune trace d'un certain Satoshi Nakamoto n'est présente sur le net avant l'avènement du Bitcoin, ce qui est plutôt bizarre pour quelqu'un de si doué en informatique. Il est possible que derrière ce Satoshi Nakamoto se cache en fait un groupe de personnes, ou bien selon certains que Satoshi Nakamoto n'est autre que Nick Szabo, le créateur de BitGold. Donc sa première apparition date de 2008 sur le site P2P Foundation, une fondation défendant le système de peer-to-peer, donc le système utilisé par les logiciels comme Emule ou BitTorrent. Il écrit donc un message sur le forum de ce site, s'y présente, sous sa prétendue fausse identité, et surtout décrit le système Bitcoin qu'il est en train de mettre en place. En février 2009, il diffuse toujours sur ce site la première version du logiciel Bitcoin. Et le 12 décembre 2010, Nakamoto publie un dernier message sur le site P2P Foundation, et puis disparaît complètement et définitivement d'Internet. Bitcoin est désormais, comme le souhaitait son créateur, en roue libre. Premier événement important. Mt. Gox, plateforme d'échange de cartes à jouer Magic, est reconvertie en 2010 en plateforme d'échange de Bitcoin. Il est désormais possible, avec des Bitcoins, de transformer ces Bitcoins en monnaie réelle, comme des euros ou des dollars, et vice-versa. Les cours donc, du Bitcoin augmentent doucement au début. Le 9 février 2011, le Bitcoin atteint la parité avec le dollar, mais ils vont s'accélérer fin février 2011,
avec un second événement important, le lancement du site Silk Road. Donc Silk Road, la route de la soie en anglais, c'est un marché noir sur Internet, présent uniquement sur le réseau Tor. Donc le réseau Tor, c'est un sous-Internet, donc on y accède via un logiciel, Tor, qui se connecte d'ordinateur en ordinateur. Il s'agit d'un réseau complètement incontrôlé et volontairement incontrôlé, où on trouve tout et n'importe quoi. Et c'est surtout un réseau dans lequel les IP, donc les adresses des ordinateurs, ne sont pas du tout traçables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui a créé un site internet, où il est hébergé, etc. Et ça assure aussi l'anonymat total des internautes sur le réseau Tor. Alors le site Silk Road permet l'achat d'absolument tout, des stupéfiants, des armes, des faux papiers, des comptes bancaires piratés ou encore des êtres humains, réseaux de prostitution, etc. Ce marché, bien sûr, ne fonctionne qu'avec des bitcoins. Et donc avec Silk Road, l'unité bitcoin passe d'un coup à 5 € environ pour un bitcoin. Le site sera fermé par le FBI le 2 octobre 2013, mais dans la semaine, un site frère, miroir du premier, réouvre sur Tor. Et puis rapidement, de plus en plus de sites plus légaux acceptent les bitcoins. Le premier, c'est WordPress en novembre 2012, suivi par Reddit, puis par Mega, le site de stockage en ligne successeur de Mega Upload. Troisième événement important, les sociétés Paymium et Akoba émettent des cartes de paiement en Bitcoin le 6 décembre 2012. Et du coup, rapidement, de nombreux magasins de par le monde se mettent à accepter le Bitcoin. Et fin 2013, ce sont les premiers distributeurs échangeurs automatiques de Bitcoin qui sont mis en place à Vancouver. Le 14 octobre 2013, le géant Baidu, qui est l'équivalent chinois de Google, accepte les bitcoins, suivi entre autres par Yansu Telecom, le troisième opérateur téléphonique chinois, Virgin Galactic, qui organise des voyages dans l'espace, ou encore certaines universités qui acceptent dorénavant les paiements en bitcoin. Cela entraîne bien sûr une inflation sans précédent. Le 4 décembre 2013, le bitcoin atteint sa valeur record de 860 € pour un bitcoin. Ce qui signifie qu'un investissement de 1000 € le 7 février 2011, soit 241 bitcoins, valait plus de 208 000 € le 4 décembre 2013. Donc pas mal d'investir dans le bitcoin. Bien. Fallait y penser, mais celui-là qu'il a fait, c'est pas mal. Mais bon, une inflation qui reste stoppée net le 24 février 2014. Puisqu'en effet, ce jour-là, la plateforme MTGOX est victime d'un piratage informatique qui entraîne la disparition définitive de 744 408 bitcoins, soit plus de 250 millions d'euros. Étant donné que les bitcoins sont en nombre limité, vous imaginez l'ampleur de la crise. MTGOX ne parvient pas à s'en relever et ferme officiellement temporairement, même si pour l'instant il n'y a toujours pas rouvert. MTGOX étant la principale plateforme d'échange de Bitcoin, cela entraîne une crise de confiance de la part des utilisateurs, accompagnée de l'annonce par les médias d'un début de la fin de ce système de transaction. Ce qui aura bien sûr des effets sur son cours, puisque sa valeur chute à 73 € pour un Bitcoin. Donc on passe en gros de 800 à 73 € en même pas une journée, ce qui est complètement fou pour une dévaluation d'une monnaie. Ça va vite, quoi. Voilà, c'est ça. Toutefois, il existe d'autres plateformes. Les utilisateurs comprennent vite que le Bitcoin n'est pas mort, que son cours réaugmente donc rapidement. Il tourne aujourd'hui autour de 400 € pour un Bitcoin sur la plupart des plateformes. Alors le Bitcoin fait peur aux autorités car il permet déjà d'acheter tout et n'importe quoi sans aucun contrôle via notamment Silk Road. Il permet aussi bien sûr de blanchir très facilement de l'argent. Mais surtout, il offre une alternative forte au système économique entièrement basé sur les banques que nous connaissons aujourd'hui. L'avènement du Bitcoin pourrait entraîner une chute de ce système bancaire, qui serait certainement une bonne chose sur le long terme, mais à court terme entraînerait une faillite générale pour des dizaines d'États, et très certainement l'un des plus importants crashs boursiers de l'histoire. De plus, son extrême volatilité fait peur, rappelons qu'il est passé de 4 € un Bitcoin à 800 € en 2 ans, puis a chuté de 73 € en même pas un mois, ce qui rend les investissements très incertains et les risques de crash omniprésents. Maintenant, rappelons quand même que c'est une économie naissante qui se stabilisera quand le nombre de Bitcoins sera stabilisé. Alors, aujourd'hui toutefois, le Bitcoin est interdit en Thaïlande, en Russie, il est partiellement interdit en Chine, et de nombreux pays comme les États-Unis et la France réfléchissent en ce moment même à l'interdire, ou bien entendu, à le contrôler. Car c'est un système qui est à l'image d'Internet, crypto-anarchique, qui va à l'encontre des pouvoirs centraux, des États, des banques et des entreprises, et qui prône un contrôle global par tous ses utilisateurs. Un système dans lequel on avance dans le noir, qui n'est pas sans risque, mais qui a le mérite de proposer une alternative sérieuse et possible à la chute annoncée de notre système économique. Donc suivez les bitcoins de près, de même que le réseau Tor, le peer-to-peer ou la philosophie open source. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Ouais. Mais est-ce que c'est possible de contrôler tout ça ? Bah justement, c'est la philosophie même, c'est que ça ne doit pas être contrôlé. À partir du moment où c'est contrôlé, ça va à l'encontre. C'est contrôlé, mais c'est contrôlé par tout le monde. Voilà, mais tu disais avant que la France veut contrôler les bitcoins, mais c'est pas vraiment possible au final. Bah, elle veut contrôler leur flux, etc., leur arrivée. Elle veut essayer de voir ce qu'elle peut faire en tout cas. Elle en a peur. Au-delà de ça, la volonté, c'est de contrôler les monnaies alternatives. Je
pense. C'est ça. Parce que effectivement, si on interdit aujourd'hui Bitcoin, Jackie. demain il y en aura d'autres. Bah oui. Voilà, il va y avoir d'autres monnaies, etc. Et on peut aussi parler, donc là c'est un phénomène sur Internet, mais il y a également des phénomènes un peu similaires dans le réel, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de villes, d'associations dans des villes qui créent Oui. leur propre monnaie, etc. Le Shtuk à Strasbourg. Voilà, le Shtuk à Strasbourg, Shtuk, on va en ouais. parler dans pas très longtemps. Voilà, effectivement, on ne peut pas vraiment endiguer ce phénomène, on ne peut pas empêcher les gens C'est sûr. d'échanger. La différence avec de- le Bitcoin, voilà. contrairement aux autres monnaies, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale. Ouais, Tout voilà, le monde il y a- émet du Bitcoin. N'importe qui télécharge le logiciel Bitcoin est émetteur de Bitcoin. Du coup, les risques de dévaluation sont complètement différents par rapport à une monnaie standard. Oui, c'est totalement différent. Il y a C'est un pas- autre système. C'est un système Ouais. complètement différent dans lequel on n'est pas dépendant d'institutions par rapport à la monnaie, dans lequel la monnaie non plus n'est pas susceptible, voilà, on peut pas en imprimer plus parce qu'on en a besoin, parce que ça s'imprime de manière enfin ça s'imprime pas, mais ça se produit de manière automatique suivant un algorithme qui a été créé à un moment, et donc on sait exactement combien de bitcoins vont être créés d'année en année et qu'à partir de quelle année ça va être stabilisé. Donc voilà, et ça c'est D'accord. complètement indépendant des fluctuations économiques qui peuvent survenir. Ok, donc c'est une affaire à suivre au final. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va pas, c'est pas encore terminé quoi. Ça va Je pense qu'on continuer. va en entendre parler. En tout Il faut cas, ça- commencer à accumuler des bitcoins. c'est ça. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un crash. On en a eu, il a chuté à 73 euros, passé Ouais, de mais comme 800 tu- euros à 73 euros. Tu payes rien pour les avoir au final. Tu payes rien pour les avoir, mais maintenant tu payes pour les avoir parce qu'en avoir, c'est quasiment impossible. Et via le logiciel, ça Via passe. le logiciel. Ils sont lancés dans le système via ton logiciel, mais c'est pas toi qui vas les avoir. Ah d'accord, tu génères des bitcoins, Voilà, c'est ça. mais c'est pas pour toi quoi. Mm. C'est pour les autres. Ouais. Ok, d'accord. J'ai compris quelque chose maintenant. Merci Pierre. Voilà. On va Sauf qu'au tout début, c'était pour toi, les tout premiers bitcoins, jusqu'avant qu'il y ait une plateforme pour changer la monnaie. D'accord, ok, ouais. Maintenant, il y en a presque plus qui sont produits. Il y en a, je pourrais pas dire, mais il y en a quasiment plus. Ok, C'est ouais. vraiment très très lent. D'accord. Bah merci pour ce décryptage. Maintenant, on en sait plus sur les bitcoins et on va s'intéresser à ce sujet qui sera peut-être du coup de nouveau au goût du jour dans Je une pense qu'on prochaine chronique. va peut-être en entendre parler encore, oui. Voilà. Du coup, on va faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour l'émission Cinéphage dans cette matinale sur Radio Arc-en-Ciel. À tout de suite.